Gotti était très charismatique et c'est lui qui faisait la loi. L'équipe de Gotti gagnait beaucoup d'argent avec le trafic de drogue. Ils vont braver l'interdit de Paul Castellano. Et là, ils risquent leur vie. Gotti est convaincu qu'il doit tuer le roi. Le chef mafieux Paul Castellano a été abattu à New York en début de soirée. Il faut avoir du cran pour ça. Dans le genre gangster, il se posait un peu là. Il est devenu le parrain des parrains. La ville de New York est à lui. Il a commencé à porter des costumes très chers. Les gens le surnomment le Don élégant. Et ça l'amuse énormément. Gotti est tellement puissant qu'on le surnomme le Don en téflon. Les accusations glissaient sur lui, il gagnait tous ses procès. Mais face aux gangsters, le FBI a toujours le dernier mot. Gotti croyait en sa propre légende. Il se sentait invincible. À cause de lui, la mafia faisait la une des journaux. C'était une star de ciné, pas un gangster. Dans la vraie vie, les gangsters n'ont pas d'honneur. Ce sont des sales types qui font des sales choses. Ils ne pensent qu'à eux. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, John Gotti, le Don en téflon. « 19 novembre 1985. Les deux chefs d'État les plus puissants de la planète se retrouvent à Genève, en Suisse, pour un sommet historique. I leave Geneva today, determined to pursue every opportunity to build a safer world of peace and freedom. Lors de ce premier face-à-face, l'Américain Ronald Reagan et le Soviétique Mikhail Gorbatchev jettent les bases d'un nouvel ordre mondial. La même année, l'ancien monde du crime organisé est secoué par un véritable séisme. Over the past several months, there has been one big organized crime case after another. This is a war that can be won if we do not rest on our accomplishments, but rather redouble our efforts. Dans les années 80, Rudy Giuliani est procureur fédéral du district sud de New York et il mène une traque effrénée contre les parrains du crime organisé. Nous avons enquêté sur ce que l'on appelle la commission. Notre objectif était de prouver que cette commission n'était rien d'autre que la superstructure de l'organisation criminelle Cosa Nostra, la mafia américaine. La commission est le club le plus fermé et le plus dangereux du monde. Son accès est réservé aux chefs des 5 familles du crime organisé américain. Avec cette enquête, nous les avons tous fait condamner. Ça a cassé les reins de la commission en tant qu'organisation. Mais un nouveau leader ne tarde pas à émerger. Tous ceux qui vivaient dans les années 80 avaient entendu parler de John Gotti. Il a été la figure la plus flamboyante du crime organisé de cette époque. Et il va devenir le nouveau visage de la mafia. John Gotti a pris le pouvoir par la force, et il s'est maintenu au pouvoir par la force. Décembre 1985. Paul Castellano, le parrain de la famille Gambino, se rend à un dîner à Manhattan. Inculpé par Rudy Giuliani pour racket, il a été remis en liberté après avoir versé une caution de 3 millions de dollars. Le clan Gambino, du temps de Paul Castellano, était la plus grande famille du crime organisé de toute l'Amérique du Nord. De très gros bonnets. Paul Castellano dirigeait la famille Gambino. C'était un homme d'affaires mafieux. Il gagnait de l'argent en racketant les industries. Il contrôlait les attributions de marché en échange de pots de vin. Il s'est fait des millions et des millions de dollars. Dans les années 80, Paul Castellano était le parrain des parrains. En clair, la commission et la famille Gambino étaient dirigées par la même personne. Quand j'ai débuté dans le milieu, j'ai rencontré Paul à plusieurs reprises. Est-ce que Paul était apprécié? Je ne crois pas. Beaucoup de gens avaient des problèmes avec lui. Il avait une règle d'or. Personne ne deal de la drogue, sinon avec mon feu vert.
Paul Castellano ne voulait aucun trafic de drogue au sein de la famille. Il craignait que cela n'expose ces hommes à des peines trop lourdes, qui auraient pu les inciter à coopérer avec la police. En gros, il leur disait, si vous vendez de la drogue, vous êtes morts. Le 16 décembre 1985, Paul Castellano et Thomas Bilotti, l'un de ses sous-patrons, se rendent au restaurant Sparks Steakhouse pour dîner avec des associés. Plusieurs hommes, vêtus de trench-coat blanc et coiffés de chapka, surgissent. Les deux gangsters n'auront pas le temps de sortir de leur voiture. Les autorités sont convaincues que Paul Castellano et Thomas Bilotti ont été tués par d'autres mafieux. L'une des prérogatives de la commission était d'autoriser l'assassinat d'un parrain. Tuer un chef mafieux sans le feu vert de la commission, c'était comme signer soi-même son arrêt de mort. Et en l'occurrence, la commission n'avait pas validé l'assassinat de Paul Castellano. L'homme qui a commandité le meurtre a discrètement assisté à l'exécution. Cet homme, c'est John Gotti, qui sera plus tard surnommé le Don en téflon. Il se comportait comme s'il était le parrain. Et il en avait l'aspect. Le rôle avait l'air taillé sur mesure pour lui. Gotti était très charismatique, et c'est lui qui faisait la loi. Son parcours au sein de la mafia commence 10 ans plus tôt. Dans les années 70, quand il était jeune, c'était un braqueur notoire. Ça lui a d'ailleurs valu de passer par la case prison. John Gotti n'en fait qu'à sa tête. Il s'est mis lui-même sous le feu des projecteurs. En tant que mafieux, pourquoi vouloir à tout prix attirer l'attention? C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Dans les années 90, John Gotti était le visage de la mafia. Il a fait la une de Time Magazine. Cosa Nostra signifie « ce qui est à nous ». Pour Gotti, c'était plutôt « ce qui est à moi ». Sur ce point, il était très différent des gangsters d'avant, même s'ils aimaient l'argent eux aussi. John Gotti transgresse toutes les règles non écrites. Son ascension a été extrêmement violente. Il a pris le pouvoir en faisant tuer Paul Castellano. Tuer un parrain sans l'autorisation des autres familles, d'un certain point de vue, on peut dire que c'était très courageux. Mais ça a aussi été une sacrée bêtise, sans doute la pire idiotie de l'histoire de la mafia. En 1986, John Gotti prend les rênes de la famille Gambino, qui est alors considérée comme l'organisation criminelle la plus puissante des États-Unis. Les revenus du clan Gambino sont estimés à $1,5 milliard par an. Carlo Gambino était décédé en 1976, laissant à ses successeurs une organisation qui tenait les syndicats par la corruption et qui rackettait les entreprises de travaux publics. La famille Gambino était une sorte d'autorité fiscale bis. Pour chaque construction en béton à Manhattan, il fallait verser 4% à la mafia. Les sociétés de ramassage des ordures payaient elles aussi des pots de vin. Il y avait aussi les prêts usuraires à des taux exorbitants et la gestion des sociétés de jeux. Ils étaient présents dans tous les secteurs criminels possibles et imaginables. Durant sa première année en tant que parrain, John Gotti aurait empoché $12 millions en liquide. Il avait du charisme, c'est vrai, mais c'était un joueur compulsif. C'était une obsession. Du matin au soir, il ne pensait qu'à ça. Et il misait 2 à 3 fois plus d'argent qu'il n'en gagnait. Et il n'aimait pas payer ses dettes, ce qui a contribué à sa chute. Très vite, John Gotti acquiert la réputation d'un homme qui n'hésite pas à tuer ceux qui lui barrent la route. Paul Castellano a été assassiné en décembre 1985. Dans la foulée, John Gotti a réuni les capitaines de la famille Gambino pour se faire élire parrain. Théoriquement, les capitaines auraient pu voter contre lui. Mais il savait très bien que s'il votait contre, il finirait 6 pieds sous terre. Gotti a toujours eu l'ambition de devenir parrain. Durant son règne, 2 de ses amis les plus proches se risqueront à témoigner contre lui. Willie Boy Johnson et Billy Batista. Willie Boy Johnson a été abattu d'une balle et Billy Batista a mystérieusement disparu.
Le problème de Gotti quand il est devenu parrain, c'est que ça lui est monté à la tête. Il disait « Je suis un gangster et je le resterai jusqu'à ma mort ». Mais il se trompe. Face aux gangsters, le FBI a toujours le dernier mot. Il ne vous lâche pas, jusqu'à ce qu'il vous coince. Mulberry Street est l'une des artères principales de Little Italy, au cœur de Manhattan. Elle sert de décor à plusieurs scènes du Parrain, la trilogie de Francis Ford Coppola. Et beaucoup de vrais mafieux y ont leurs habitudes. Dans les années 80, cette rue était le fief de Gotti. Il allait saluer les gens de son équipe. Il vous faisait une bise quand vous étiez simple associé et 2 bises quand vous étiez capot. Les touristes et les New-Yorkais anonymes y croisent quotidiennement les gangsters. Les gangsters et les mafieux ont toujours fasciné le public. Et on peut se demander pourquoi. Dans Les Affranchis, réalisé d'après le roman de Nicolas Pileggi, le gangster Henry Hill dit « Nous sommes des stars de ciné avec des gros bras. Le public les voit comme ça. » He's gonna give you some money, Pete. Go ahead, Pete, give us some money. Why don't you just behave yourself? I'm behaving myself. You're not behaving yourself. Gotti était comme ça, un type très charismatique, avec beaucoup de gens qui lui étaient très dévoués. Il contrôlait totalement Mulberry Street. John Joseph Gotti Jr. naît en octobre 1940. 5e d'une famille de 13 enfants. John Gotti a grandi dans le Bronx. Son père était un gangster de bas étage. La famille a vécu très difficilement. Un jour, en parlant de son père, il a dit « La seule chose que mon père m'ait jamais donnée, c'est une raclée. » D'entrée de jeu, John Gotti aime se faire remarquer. Il a commencé en tant que caïd de cours d'école, puis en tant que voyou. D'après la légende, à l'âge de 14 ans, il tente de voler une bétonnière. L'engin lui tombe sur le pied et lui écrase plusieurs orteils. Il en restera boiteux à vie. Durant son enfance, il entre très tôt dans le milieu des bandes de rue. Et à l'époque, du gang de rue à la mafia, il n'y a qu'un pas. Pour lui, le métier idéal, c'était gangster. Il a évité la mobilisation pour le Vietnam et il a commencé une vie de petite frappe. Il a fait carrière dans la délinquance en gravissant tous les échelons. En 1958, John Gotti rencontre Victoria Di Giorgio. 4 ans plus tard, le couple se marie et fonde une famille. John Gotti s'essaie à la vie normale et travaille dans une usine de manteaux, puis en tant que chauffeur de poids lourd. Mais très vite, la délinquance le rattrape. C'est quelqu'un de très charismatique. Il est intelligent et ambitieux. Et il va se lier d'amitié avec des gens bien placés. Pour John Gotti, les gens bien placés sont ceux qui travaillent pour le clan Gambino, l'une des 5 familles de la mafia new-yorkaise. Des gens comme John Alight. Au départ, c'était un petit délinquant, mais il était très ami avec Angelo Ruggiero. Certains disaient qu'ils étaient cousins. Angelo était le neveu de Neil Della Croce, notre sous-patron. Agnello Della Croce était sous-chef à Brooklyn pour le compte de la famille Gambino. Agnello Della Croce était surnommé O'Neill. C'était un voyou des rues. Avec son équipe, c'est lui qui s'occupait des opérations sur le terrain. On habitait près de Kennedy Airport et on braquait des camions. Une fois que les camions avaient chargé leurs marchandises, ils rejoignaient l'autoroute par une bretelle depuis l'aéroport. John Gotti et ses gars les interceptaient, sautaient sur le marchepied et menaçaient le chauffeur avec une arme. Et avant de partir, il lui prenait ses papiers et lui disait « Maintenant, on a ton adresse. Fais attention à ce que tu vas dire aux flics. » En 1968, il se fait arrêter 3 fois en possession de marchandises volées. Il était en train de voler un lot de robes. Les policiers l'ont coincé dans la remorque. C'est la première fois qu'il se faisait attraper. Condamné pour vol par un tribunal fédéral, il est envoyé au pénitencier fédéral de Louisburg en 1969. Il y passe 3 ans dans une unité dédiée aux détenus membres de la mafia. Il ressort en 1972
plus déterminé que jamais à avancer dans la hiérarchie et à intégrer la famille Gambino. Pour entrer dans la famille, en tant que soldat ou en tant qu'affranchi, il fallait un vote des chefs. À partir de là, on avait les prérogatives et les responsabilités d'un membre. À l'époque, la tradition voulait que pour être affranchi, il fallait être d'origine italienne et avoir commis un meurtre. Le clan Gambino est alors dirigé par Carlo Gambino. Le neveu de Carlo Gambino avait été enlevé et assassiné. La famille a rapidement soupçonné plusieurs membres d'un gang irlandais, les Westies. Gotti a eu de la chance. Il a été choisi pour faire partie de l'équipe chargée d'aller tuer les gars qui avaient participé à l'enlèvement. Le chef des ravisseurs s'appelait James McBratney. Carlo Gambino a ordonné à John Gotti de tuer McBratney. James McBratney avait participé à 3 enlèvements contre des membres de familles mafieuses. Carlo Gambino avait pourtant versé une rançon pour son neveu. Mais celui-ci sera retrouvé mort 8 mois plus tard. James McBratney était dans un bar, dans l'arrondissement de Staten Island. Gotti et 2 complices sont entrés et ils ont attrapé McBratney. Gotti le retenait par un bras, un autre gars lui tenait l'autre bras et le 3e lui a tiré 3 balles dans le ventre. Ils ont été arrêtés. Et il y avait une 40aine de témoins dans la salle. Mais leur avocat a fait en sorte qu'ils soient jugés pour homicide involontaire. Et ils ont plaidé coupables. Carlo Gambino a engagé Roy Cohn pour les défendre. Et celui-ci s'est arrangé avec le bureau du procureur du district de Staten Island. Ils ont écopé de 5 ans de prison, ce qui est scandaleux. Quand John Gotti sort de prison, le vieux chef de clan Carlo Gambino est mort. Mais Paul Castellano, le nouveau parrain, respecte les traditions familiales. À sa sortie de prison en 1978, il fut intronisé dans la famille Gambino. La famille a décidé de l'accueillir dans son organisation. Il a été nommé soldat. Et avec ça, sa fortune était faite. Agnello Della Croce a tout fait pour le faire avancer. Plus Della Croce grimpait, plus Gotti avançait. Et il est devenu capo, c'est-à-dire chef d'équipe. Paul Castellano, le nouveau chef de famille, a ses propres règles du jeu. Et John Gotti ne tarde pas à les enfreindre. L'équipe de Gotti est une bande de jeunes loups qui rêvent de se faire un nom. Et pour cela, ils vont braver l'interdit de Paul Castellano, le parrain des parrains, et faire du trafic de drogue. Et là, ils risquent leur vie. Gotti est convaincu qu'il doit tuer le roi. Il a compris que ce serait Castellano ou lui. Alors que John Gotti est au sommet de sa carrière de chef mafieux, le grand écran va magnifier une fois de plus la légende des gangsters auprès du public. Les Affranchis de Martin Scorsese sort en salle aux États-Unis en septembre 1990. Le film, qui raconte l'ascension et la chute d'une équipe de gangsters new-yorkais, sera nominé pour 6 Oscars. Dans la vraie vie, les gangsters n'ont pas d'honneur. Ils se trahissent mutuellement. Ils se marchent dessus. Ils sont capables de s'entretuer. L'acteur Joe Pesci incarne Tommy DeVito. Son personnage, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur second rôle, s'inspire d'un gangster qui a réellement existé, un certain Tommy DeSimone, assassiné par la mafia pendant la cérémonie lors de laquelle il devait être intronisé. Henry Hill, dont le film raconte le parcours, déclarera publiquement que John Gotti a fait partie de l'équipe chargée d'exécuter Tommy DeSimone. Gotti a gagné ses galons. Il a éliminé plusieurs personnes et petit à petit, ça lui a permis d'évoluer dans la hiérarchie de la mafia. Dans les années 80, John Gotti poursuit son ascension. Son rêve est de devenir parrain. Le mentor de John Gotti est un gars qui s'appelle Agnello Della Croce. C'était le sous-patron de la famille Gambino. Pour Della Croce, la manière forte, donc l'usage de la violence, devait être le sceau d'une famille du crime organisé. Et John Gotti faisait partie de son groupe. À cette époque, John Gotti raconte à sa femme qu'il est représentant en matériel de plomberie.
En réalité, il ne travaille pas. La société de plomberie lui verse pourtant un salaire. Pendant ce temps, il fait son business. Il gagne de l'argent, il en dépense et il s'amuse beaucoup. Mais en mars 1980, il est frappé par un douloureux coup du sort. John Gotti avait 3 fils. Et son préféré était le cadet, qui s'appelait Frank. C'était la prunelle de ses yeux. Il le couvrait de cadeaux. Il lui a notamment offert une moto. À l'âge de 12 ans, Frank circule à moto dans Staten Island. Il est renversé accidentellement par une voiture et meurt. Gotti est dévasté. Le jour de l'enterrement, il était devant le cercueil ouvert avec ses hommes. Et il hurlait comme un fou furieux. « Recoiffez-le. Non, pas comme ça, mieux que ça. » Et entre 2 crises de rage, il éclatait en sanglots. L'enquête établit que la mort de Frank Gotti est accidentelle. Il a été renversé par un voisin, John Favara. John Favara habite quelques maisons plus loin. Il sait qui est John Gotti. Plusieurs de ses amis lui conseillent de quitter la ville. Mais lui pense que les Gotti comprendront. Il se rend chez eux et frappe à la porte pour présenter ses excuses à l'épouse de Gotti. Elle le frappe avec une batte de baseball. 4 mois après la mort de Frank Gotti, John Favara est enlevé en plein jour et jeté à l'arrière d'une camionnette. Ce jour-là, comme par hasard, John Gotti est en Floride pour des vacances avec sa famille. John Favara n'a jamais été retrouvé. Selon des informateurs du FBI, il a été tué à la tronçonneuse. Ils l'ont découpé en morceaux alors qu'il respirait encore, en représailles pour le fait d'avoir tué le fils de John Gotti, même accidentellement. En 1981, le gouvernement fédéral et Paul Castellano, le parrain de la famille Gambino, surveillent John Gotti de près. La plupart des accros au jeu, soit ils jouent aux cartes, soit ils jouent aux courses. Gotti était obsédé par le jeu, il ne pensait qu'à ça. Quand un gars est accro à ce point-là, il joue sur tout et n'importe quoi. Et souvent, il joue au-delà de leurs moyens. John Gotti était capable de gagner $1 million en une semaine et d'en perdre 1,5 million au jeu durant le week-end. Cette année-là, le FBI installe des équipements de surveillance dans un club où John Gotti aime venir jouer. John Gotti était alors capitaine. Gene, son frère, travaillait avec lui, comme John Caniglia, un tueur à gages de la famille Gambino. Il y avait aussi Angelo Ruggiero, un fidèle de la famille Gambino. C'était l'une des équipes les plus actives de New York. Mais notre cible, c'était John Gotti. Gotti et ses hommes se livrent à des activités qui déplaisent énormément à Paul Castellano, le parrain des parrains. Notre surveillance nous a permis d'établir que cette équipe écoulait 50 kilos d'héroïne tous les 6 mois, ce qui est énorme. Sur la base de conversations enregistrées, les enquêteurs inculpent Angelo Ruggiero, Gene Gotti et quelques autres pour trafic d'héroïne. John Gotti et son mentor, Agnello Della Croce, sont inculpés pour racket. Quand Castellano a appris que Ruggiero avait été inculpé suite à des écoutes téléphoniques, il a interrogé Gotti, et Gotti a dit qu'il ne savait rien. Castellano a demandé les enregistrements qui avaient été transmis aux avocats des accusés. Paul Castellano a insisté. Il voulait ces enregistrements. John Gotti demande alors à son mentor d'intervenir. Agnello Della Croce a accepté de faire tampon entre Gotti et Castellano. Il a réussi à le faire patienter plusieurs mois. Mais Della Croce souffrait d'un cancer. Quand Della Croce meurt, Gotti se retrouve dos au mur. Il sait qu'il doit supprimer Castellano, sinon c'est lui qui mourra. Mais pour éliminer un parrain en exercice, il faut impérativement l'accord de la commission, c'est-à-dire des parrains des autres familles. Paul Castellano, que les autorités présentent comme l'un des chefs mafieux les plus puissants des États-Unis, a été abattu devant un restaurant à New York. D'après ce que je sais, Gotti n'a jamais demandé l'autorisation à la commission de supprimer Castellano. Il faut avoir du cran pour ça. Dans le genre gangster, il se posait un peu là. Paul Castellano est assassiné peu avant les fêtes de Noël de l'année 1985. Un mois plus tard,
John Gotti est le nouveau parrain de la famille Gambino. Ses soldats viennent lui rendre hommage. Ils lui font la bise et lui remettent des enveloppes. Il est devenu le parrain des parrains. La ville de New York est à lui. Avril 1986. À Brooklyn, une voiture explose sur le parking d'un établissement géré par la mafia. Un gangster trouve la mort. Un autre a les orteils arrachés. Mais l'homme visé par l'attentat s'en sort indemne. La mafia a tenté de tuer John Gotti pour avoir enfreint la règle selon laquelle on ne supprime pas un parrain sans l'accord de la commission. L'attentat se produit à peine 4 mois après l'assassinat de Paul Castellano, alors chef de la famille Gambino. Les gens ont très vite pensé que Gotti était à l'origine de la mort de Castellano, parce qu'il avait un mobile évident pour le faire tuer. Les hommes de Gotti, parmi lesquels son frère Gene, avaient été inculpés pour trafic d'héroïne. Une pratique formellement interdite par Paul Castellano, sous peine de mort. Pour ne pas mourir, Gotti devait tuer Castellano. L'attentat à la voiture piégée 4 mois plus tard est un acte de représailles. Ce jour-là, John Gotti devait se rendre à Brooklyn avec son sous-patron, Frank DeCicco. Mais il a renoncé à venir à la dernière minute. Le gars chargé de l'attentat ne connaissait pas bien Gotti, mais il savait à quoi il ressemblait. Mais un autre type qui ressemblait à Gotti est monté dans la voiture avec Frank DeCicco. Une erreur surprenante, car à cette époque, il est difficile de confondre John Gotti avec qui que ce soit. Il a commencé à s'habiller très chic et à adopter des allures de chef de clan mafieux. C'était ridicule, mais ça a créé ce mythe autour de sa personne. Avant même de devenir parrain, John Gotti transforme peu à peu son image pour se donner l'apparence d'un homme respectable. Quand sa carrière a décollé, les procureurs ont commencé à le surveiller et à essayer de le faire tomber. Et ils tentent de le faire condamner à 3 reprises. En 1984, 1 an avant la mort de Paul Castellano, John Gotti en vient aux mains à Manhattan avec un homme qui lui reproche de garer sa voiture en double file devant son magasin. Un réparateur de réfrigérateur sort de la boutique et lui dit de déplacer sa voiture. Gotti refuse. Une bagarre éclate et il se retrouve accusé d'agression. Mais la veille du procès, l'accusateur de John Gotti découvre dans la presse à qui il a réellement affaire. Le réparateur de réfrigérateur comprend tout à coup qu'il n'a aucun intérêt à témoigner. Cette perte de mémoire soudaine a beaucoup amusé la presse. Il faut dire que John Gotti a de plus en plus l'apparence d'un chef mafieux. Le rôle lui va comme un gant. Les gens le surnomment le Don élégant, et ça l'amuse énormément. John Gotti a beau être accusé d'assassinat, il est plus populaire que jamais. Même la presse l'épargne. 6 mois après avoir pris les commandes de la famille Gambino, John Gotti se retrouve face à un tribunal fédéral. Il est accusé de racket. Gotti passionne les tabloïds et les chaînes de télévision. Et il fascine le public. Il devient une sorte d'icône du crime organisé, ce qui rend extrêmement furieux tous ceux qui enquêtent sur lui. Le procès durera 7 mois. Le dossier comprend 30 heures de conversations enregistrées. 90 témoins se succèdent à la barre. Le procès se présente assez mal, et son avocat se démène comme il peut. Mais Gotti n'a pas l'air nerveux. Si John Gotti est aussi serein, c'est que l'issue du procès est déjà acquise. Il a été acquitté pour une raison simple. Il avait corrompu des jurés. John Gotti n'était absolument pas nerveux. Ces hommes avaient fait pression sur le jury. On avait repéré les places de parking attribuées aux membres du jury pour le procès, et on les a suivis. Après, on a fait ce que la mafia fait le mieux. On les a payés et on les a menacés. On les a retournés en notre faveur. Comme ça, on était sûr qu'ils ne seraient pas condamnés. Ils ont payé 60 000 $. Et avec ça, ils étaient au moins sûrs qu'ils auraient un jury sans majorité.
En 1987, le Don élégant devient le Don en téflon. Gotti est tellement puissant qu'on le surnomme le Don en téflon. Les accusations glissaient sur lui. Il gagnait tous ses procès. Mais à la fin des années 80, John Gotti commence à agacer beaucoup de gens dans ses propres rangs. Je travaillais pour Gotti. Mais d'une part, il rendait furieux les chefs des autres clans, et d'autre part, nous aussi, on était très frustrés. À cause de lui, la mafia faisait la une des journaux. C'était une star de ciné, pas un gangster. La mafia, c'est pas du tout ça. Si la mafia a survécu pendant des générations, c'est parce qu'elle opère dans l'ombre. Les vols, les meurtres, tout ça, ça se fait dans l'ombre. Gotti est un genre à part. Pour John Alite, le problème date de l'attentat à la voiture piégée, qui a tué Frank DeCicco, mais qui visait en réalité John Gotti. Le problème, c'est qu'après cet attentat, la famille Gambino n'a pas riposté. Ça a été sa première faiblesse et sa première erreur grave. Et ça nous ramène une fois de plus à l'ego de John. Il se fichait que Frank DeCicco soit tué. Il ne s'intéressait qu'à lui-même. Au milieu des années 80, on se fait attaquer et on ne riposte pas. John Gotti attire de plus en plus les médias, et ses associés deviennent des cibles à leur tour. John Gotti exigeait que ses capitaines et les membres de sa famille viennent régulièrement lui rendre des comptes au club Ravenite. C'était un club comme plein d'autres à Manhattan, dans Little Italy. Il y avait une salle au fond avec tout un tas de gars qui attendaient devant la porte. John traitait beaucoup d'affaires là-bas. Les mardis soirs, il fallait que tous les membres de la famille soient présents au Ravenite, même ceux du Grand New York. Et le FBI a installé des caméras de surveillance tout le long de Mulberry Street. Tout le monde venait, le FBI était là aussi. Il notait les noms, les plaques des voitures et il prenait des photos. Toutes les semaines, les 21 capitaines de la famille se retrouvaient là pour rendre hommage à Gotti, pour lui donner de l'argent et prendre leurs ordres. Gotti avait juste envie qu'il lui lèche les bottes, mais pour nous, c'était une aubaine. En 1989, le FBI obtient un mandat l'autorisant à installer des micros à l'intérieur du club. On en a mis près de la table de Gotti, mais le résultat a été décevant. La salle était petite et il y avait trop de monde. On se serait cru à Babel. Ils parlaient tous en même temps. Grâce à la petite amie d'un gangster, le FBI a appris qu'il y avait un appartement au-dessus du club. Ils y ont installé des micros dans le tuyau de la climatisation. Et ils ont tout enregistré. On enregistrait leurs conversations. Dans ces conversations, on entend Gotti et Sammy the Bull s'incriminer eux-mêmes. Et en plus, ils incriminaient aussi d'autres membres du clan Gambino, ainsi que des membres des autres familles mafieuses. Ça nous suffisait pour l'inculper. Le 11 décembre, j'ai réuni mes gars et je leur ai dit « Messieurs, c'est pour aujourd'hui ». Ce soir-là, les agents du FBI prennent position près du club 2 heures avant l'arrivée de John Gotti. Frank Locaccio est arrivé vers 17h. Il était toujours le premier. Puis on a vu Salvatore Gravano. Et peu avant 19h, Jackie D'Amico est arrivé avec Gotti. Gotti est descendu de voiture et j'ai dit à mes gars « Ok, on y va ». Ils sont entrés armés jusqu'aux dents avec leur mandat d'arrêt. On a pensé qu'il y aurait une fusillade. Mais John Gotti s'est interposé et il a dit à ses hommes « Ne vous battez pas, je m'en sortirai comme à chaque fois. Laissez-les faire leur travail et appelez mon avocat. Je serai libre ce soir. » 11 décembre 1990. Le gangster le plus célèbre du monde quitte son club de Little Italy, menottes aux poignets. John Gotti et 3 de ses plus proches complices sont déférés devant un tribunal fédéral pour plusieurs chefs d'accusation. Meurtre avec préméditation, prêt usuraire, jeu illégal, entrave à la justice, corruption et fraude fiscale. On savait qu'on avait de quoi faire condamner Gotti, Sammy Gravano et Frank Locaccio. On avait des conversations où ils évoquaient des gens qu'ils avaient tués et les affaires du clan Gambino.
D'un autre côté, Gotti croyait en sa propre légende. Il se sentait invincible. Il était sûr de s'en tirer. Le soir de son arrestation, John Gotti, joueur invétéré, croit encore dur comme fer à sa bonne étoile. Il avait déjà été jugé à 3 reprises, et à chaque fois, il s'en était sorti. Le public et les procureurs ne comprenaient pas pourquoi il n'avait pas été condamné. Ça lui a valu une certaine notoriété, et ce surnom de Don en téflon, l'homme sur lequel les accusations n'ont pas de prise. Mais cette fois, c'est le procureur fédéral qui a un atout dans sa manche. Une carte maîtresse que John Gotti n'a pas vu venir. Sammy DeBoule accepte de coopérer. Quand j'ai appris que Sammy coopérait contre John, ça m'a dégoûté. Il faut dire ce qui est, c'était moche. Ce revirement est dû à des propos tenus par John Gotti et enregistrés par les enquêteurs. Des propos que Sammy DeBoule découvre lors d'une audition. Le juge a auditionné John Gotti, Sammy Gravano dit Sammy DeBoule, Tommy Gambino et Frank Locaccio. Le but de l'audition était d'établir que les accusés représentaient un danger pour la société et qu'une libération sous caution était exclue. Lors de cette audition, le juge présente un enregistrement réalisé dans l'appartement au-dessus du Raven Night Club, un soir où Sammy DeBoule était absent. Gotti démolit Sammy durant tout l'enregistrement. Il gagne trop de fric, il ne partage rien. Gotti traite Sammy de rapace et surtout il décrit plusieurs meurtres commis ou commandités par Sammy. Gotti est devenu livide. Il avait envie de disparaître sous terre. Sammy était fou furieux. Il n'en revenait pas. Sammy sait très bien sur quel ton les gangsters parlent d'un homme quand ils ne tarderont plus à le faire liquider. Et sur cet enregistrement, il entend John Gotti parler de lui exactement sur ce ton-là. Parler des crimes de quelqu'un, c'est une façon de le condamner à mort. Sammy comprend que même s'il n'est pas condamné, Gotti va le tuer. Ou alors c'est lui qui devra tuer Gotti. Une théorie confortée par l'attitude de Gotti et de ses avocats. Durant l'année qui a précédé le procès, Sammy a senti que John essayait de le doubler. Sammy ne pouvait jamais rencontrer son avocat sans que Gotti soit présent. Sammy a très vite compris que la défense de Gotti consisterait à lui faire porter le chapeau à sa place. Sammy a fait ci, Sammy a fait ça, et que c'est lui qui serait condamné alors que John serait acquitté. En 1991, Sammy cesse de parler aux avocats de John Gotti et il coopère avec la justice. Les enquêteurs ont alors imaginé un plan pour exfiltrer Sammy du centre correctionnel de Manhattan. Et si possible, sans que Gotti ne se rende compte de rien. Mais la nuit, le centre de détention est très calme. On entend tout ce qui se passe. Gotti avait le sommeil léger. Il était dans une cellule voisine, et donc il a entendu des voix et des bruits de pas, et il a réalisé qu'on venait chercher Sammy. Et là, il a percuté. Il a compris que Sammy témoignerait contre lui et qu'il allait être condamné. Et à ce moment-là, il a poussé un cri hallucinant, un hurlement de colère et d'indignation qui a retenti dans toute la prison. Il a été trop arrogant. Sammy n'avait pas le choix. John voulait le livrer pieds et poings liés au FBI et le charger un maximum pour qu'il prenne perpète ou qu'il soit condamné à mort. Lors des auditions, il a tout mis sur le dos de Sammy et Sammy ne pouvait même pas le tuer puisqu'il était menotté. Au lieu de ça, il va l'ensevelir sous une avalanche de témoignages. Sam Gravano est arrivé au tribunal tôt ce matin. Il était à bord d'une de ses voitures de ce convoi. Sa déposition était très attendue. Voici Peter, le frère de John Gotti. Devant le tribunal, il y avait quelques manifestants avec des panneaux qui disaient que Sammy était une balance et qu'il l'avait dessiné sous les traits d'un rat. Quand Gravano est arrivé, on aurait dit un boxeur qui monte sur le ring pour le combat de sa vie. 9 jours durant, Sammy détaille les secrets de la famille Gambino et les activités du crime organisé. Quand il est entré, il a regardé John Gotti et ses avocats. Gotti l'a fixé droit dans les yeux
mais Sami n'est pas du genre à se laisser intimider. À aucun moment, Sami n'a hésité. Il avait pris sa décision et il ne s'est pas dégonflé. La défense soulevait des tonnes d'objections. Gotti marmonnait des menaces et des imprécations. Dans la salle, des gens protestaient. Mais Sami est resté impassible et il a tout déballé. Voilà comment on a fait, etc. Sami a été un témoin clé, mais notre meilleur témoin, c'était Gotti. Sur les enregistrements où il frimait, oui, j'ai tué Roberto Di Bernardo, Louis Milito et Louis Di Bono. Notre meilleur témoin, c'était lui. J'avais passé 2h30 dans un studio à écouter attentivement les séquences les plus intéressantes de ces enregistrements. Je disais au juge, dans le prochain extrait, M. Gotti parle avec M. Locascio dans l'appartement. Et je faisais un signe à l'agent qui appuyait sur lecture. Et là, Gotti dit, si j'ai tué Di Bernardo, c'est parce que j'ai appris qu'il n'était pas réglo. Ok. Stop. Et après, je disais, et dans l'extrait suivant, Gotti dit qu'il est le parrain de la famille Gambino. Gotti s'accusait lui-même. Et avec un enregistrement, il n'y a pas de contre-interrogatoire. Ce procès a coûté des millions de dollars et des milliers d'heures de travail. Et en plus, les enquêteurs avaient passé un pacte avec le diable, pour ainsi dire. Avec un homme qui avait commis 19 meurtres. Ce procès, ils voulaient le gagner, pour battre enfin celui qui les avait battus 3 fois d'affilée. Le 2 avril 1992, après 14 heures de délibération, le jury rend son verdict. John Gotti est déclaré coupable. Quand Gotti entend le verdict, il sait que c'est terminé. Il va aller en prison et il n'en ressortira pas. Quand Gotti a été condamné, je me suis dit que le temps où les gangsters pouvaient tuer plein de gens, gagner des millions et mourir tranquillement dans leur lit était peut-être révolu. 2 mois plus tard, John Gotti est condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et à 250 000 $ d'amende. Gotti a été placé en isolement cellulaire. Son séjour en prison a été extrêmement dur. En 1998, John Gotti apprend qu'il souffre d'un cancer de la gorge. Il meurt en 2002, à l'âge de 61 ans. À la fin, le monde de la mafia n'avait plus que du mépris pour Gotti. Je suis sûr que les flics et le gouvernement rigolent souvent en pensant à Gotti, parce qu'il leur a livré la mafia sur un plateau. L'arrogance de Gotti leur a donné un angle d'attaque pour faire tomber la mafia. Une fois qu'ils avaient ça, le reste est allé très vite. La mafia, c'est un mythe. La vérité, c'est que ce sont des sales types qui font des sales choses. Ils ne pensent qu'à eux. Leur seule obsession, c'est de se demander comment ils vont faire pour vous plumer. Je pense qu'on se souviendra de lui comme du plus tape à l'œil des parrains, comme d'un symbole de la mafia. Mais ce qui a été symbolique aussi, ce sont ses faiblesses, son arrogance face à la justice et son autodestruction.